Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Eve Martel et vous êtes sur ma chaîne de vlog, de contenu lifestyle, de contenu sur ma vie et sur comment je m'accomplis dans ma vie, on peut dire comme ça. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale. Je fais une question-réponse à propos de mon métier qui est créatrice de contenu en tout genre. J'ai posé la question sur Instagram, j'ai posé la question aux gens et j'ai reçu plein de questions. On va répondre à ça ensemble. En fait, je vais y répondre pour vous. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, je vais vous parler un peu de mon parcours pendant quelques secondes juste avant la vidéo. Pendant de longues années, j'ai travaillé en agence de publicité où j'étais conceptrice-rédactrice principalement pendant la majorité de ma carrière. Dans les dernières années, j'ai été directrice du département de contenu d'une agence. Contenu web, contenu sur les médias sociaux, contenu d'influence, tout ça. Donc, je travaillais du côté des brands pour faire de la publicité. En parallèle à ça, j'avais aussi mon blog et mes chaînes YouTube, que j'ai commencé mon blog autour de 2008, je pense, et ma chaîne YouTube en 2015. Maintenant, j'ai deux chaînes YouTube, j'ai encore mon blog. Je suis aussi chroniqueuse pour différents sites web comme realtor.ca, j'écris pour le Bel Âge, le magazine. J'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai quitté l'agence de publicité où je travaillais en 2015 pour me lancer à mon compte et maintenant, je vis à 100% de ça depuis un peu plus de 5 ans. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur mon parcours professionnel, mes études, tout ça. Je mettrai le lien sous la vidéo puis peut-être dans une petite carte en haut. Donc, tout ça peut paraître un peu abstrait parfois. On parle des influenceurs, les créateurs de contenu. C'est quoi la différence, qui fait quoi, combien ça paye, est-ce que je peux faire ça moi aussi? Donc, je vais répondre à tout ça à travers les questions, puis on va commencer tout de suite. Les questions sont juste ici. J'ai comme une bribe de soleil qui tombe sur mon chandail. La première question, comment t'est-il venu l'idée de publier du contenu? Comment a commencé cette histoire? En fait, comme je disais, vu que je travaillais en publicité, j'étais beaucoup plongée dans les nouveaux médias et tout ça. J'ai toujours aimé écrire, c'est ce que je faisais dans la vie. Puis là, il y avait l'émergence beaucoup aux États-Unis des blogs, puis des plateformes d'échange comme Reddit, tout ça. Il n'y avait pas encore vraiment les médias sociaux par contre, mais ça commençait dans les commentaires des blogs. Les gens se répondaient, ça créait des communautés. Puis moi, ça m'intéressait beaucoup. Comme dans le cadre de mon travail, on travaillait beaucoup avec des stratégies, des choses pour aller rejoindre les publics, mais je me suis intéressée au blog et j'ai eu envie d'écrire. Je venais juste de commencer à préparer mon déménagement où j'habite présentement, donc j'avais comme le projet de la fille qui vient de s'acheter un condo puis qui veut le décorer, tout ça, puis j'avais commencé mon blog qui s'appelait Toc 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 Entrée. Wow! J'avais commencé ce blog et j'y parlais de mon projet d'aménagement, tout ça. Et ça l'a continué. Puis là, je me suis mis à parler plein d'autres choses, parler de nourriture, parler de mes états d'âme, tout ça. Puis en même temps, il y a comme vraiment une autre communauté de blogueurs qui ont commencé à se créer au Québec. Je pense que tout ça a été beaucoup motivé par l'arrivée de Twitter, qui était vraiment très fort tout de suite au Québec. Les gens se parlaient, on faisait des tweet-ups, on allait se rencontrer. Puis là, les marques ont commencé à inviter les blogueurs des événements. Donc, c'était des événements blogueurs. On appelle ça carrément comme ça. Et c'est ça, c'était des lancements de restos, des lancements de produits. Puis là, les blogueurs y allaient, puis là, ils prenaient des photos. Tu sais, vous savez, you know the drill, là. Même si ça fait quand même longtemps, ça n'a pas changé de ce côté-là. Mais c'est ça, fait que c'est beaucoup comme ça que j'ai été intégrée à cette communauté-là. Je me suis fait des amis que j'ai encore qui sont super proches, comme mon ami Gabriel Chalifou, que vous voyez parfois dans mes blogs, mon ami Dentelle, mon ami Ellie. À la base, c'était toutes des blogueuses, puis on est devenus amis en allant à des événements comme ça, parce que je les connaissais pas du tout avant. Fait que ça a commencé comme ça, puis les médias sociaux sont arrivés, Facebook, Instagram, ça a explosé. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Kim me demande comment t'as senti perçu par les créateurs et influenceurs de 20-30 ans par rapport à toi, 45+. Ben, il y en a beaucoup qui me connaissent pas, c'est correct. Puis tu sais, en même temps, on s'entend, moi je suis micro, là, je suis pas Ellie Rioux avec 400 000, 1 million d'abonnés, là. Je suis pas une influenceur. Mais c'est ça, faudrait définir, tu sais, il y a des gens pour qui un influenceur, c'est vraiment juste du monde qui font beaucoup de selfies, beaucoup de photos d'eux autres en maillot de bain, tout ça. Puis, ça en est. C'est une forme d'influenceur, mais il n'y a pas juste ça. Tu as les influenceurs maman, tu as les influenceurs techno, tu as les influenceurs lifestyle, tu as les gens qui ont une plus petite plateforme, mais qui sont tellement niches qu'ils ont quand même un gros reach. Tu as des gens qui vont se concentrer vraiment sur, mettons, leur enfant, leur chat, tu sais, puis ça peut aussi être des influenceurs. Moi, je suis vraiment plus art de vivre, je parle de bien-être, je parle de découverte, je parle d'alimentation, tout ça. Fait que ça me met un peu dans une niche. Puis là, c'est ça, fait que les plus jeunes, ils me connaissent pas nécessairement. T'sais. Ils me connaissent peut-être de YouTube, mais je pense que je suis bien perçue ou je suis juste pas perçue. Puis c'est vraiment correct, là. Moi, je suis pas là pour le fame. Même que des fois, vous allez remarquer que je mets pas tant de photos de moi sur mon Instagram. J'en mets, là, mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de photos de déco et tout ça. Puis c'est parce que j'ai plus envie de partager, on dirait, des découvertes ou des idées que de partager ma face. Mais je suis bien à l'aise avec ma face aussi, en tout cas.
Le fait que j'ai fait pas mon âge aussi, c'est sûr que ça me met dans un drôle de créneau. Puis je rejoins des jeunes. J'ai une grosse partie des gens qui me regardent, qui m'écoutent, qui me lisent, qui sont 18-45, mettons. Ben, un créneau là-dedans qui sont vraiment plus jeunes. Donc je rejoins ces jeunes-là. C'est sûr aussi que le fait que j'ai l'air jeune, ben, ça fait que je passe pour, oui, plus vieille qu'eux autres, mais ils pensent pas que je suis aussi plus vieille que ça. Souvent, les plus jeunes vont tomber des nues quand je leur dis que j'ai 50 ans. Peut-être que vous venez de le faire aussi. Mais c'est comme ça. Puis des fois, je m'empêche de parler de mon âge parce que je sais qu'il peut y avoir des préjugés. Je sais que j'ai perdu des contrats parce que je suis plus âgée, plus vieille, alors que mon lectorat, mon audience est la même que bien d'autres qui sont plus jeunes. Fait que c'est comme ça, pas juste que je l'accepte. En même temps, ça me dérange zéro d'être plus vieille. J'ai plein d'expériences qui me servent. Tu sais, quand je fais des sponsorships, j'ai vraiment l'expérience derrière ça pour comprendre les brands et tout ça, donc ça m'aide beaucoup. Travailleur autonome à la maison, est-ce facile? Comment garder le focus? Ben c'est pas facile, mais présentement on est beaucoup plus qu'avant à avoir à gérer ça, hein, avec la panini. Mais je dirais que moi mes trucs, c'est vraiment de faire un espace dédié. Avant, la première année, je travaillais beaucoup dans la cuisine, je travaillais beaucoup dans le salon, je travaillais le soir dans le salon, tu sais, je me disais, ah, chez nous, je peux faire ce que je veux. Mais ça me nuisait beaucoup à mon focus, puis ça me nuisait aussi à ma tranquillité d'esprit parce que j'associais tout mon espace à du travail. Maintenant, je me concentre vraiment à mon bureau, mon espace qui est ici. C'est la grande chambre des maîtres. Moi, quand j'ai acheté mon condo, j'avais déjà décidé de faire ma chambre dans la deuxième chambre qui est plus petite, puis garder cet espace-là comme un bureau, puis tu sais, vu que j'ai la grande fenêtre, tout ça, je trouvais ça ridicule de gaspiller ma fenêtre dans une chambre où je fais juste être là la nuit, tu sais. Donc, vraiment, mon premier conseil, c'est d'avoir un espace. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une pièce à dédier, peut-être faire un petit coin dans le salon, peut-être faire, tu sais, juste une table à part, ou peut-être que vous pouvez la sortir, la table, peut-être que c'est trop d'efforts, là, mais de vraiment d'avoir un bureau que vous installez ou quelque chose qui est dédié, puis que vous pouvez comme garder loin du regard ou loin de vos pensées quand la journée est finie, ça aide vraiment beaucoup. Et pour parler de discipline aussi, on peut parler du fait qu'on est chez nous, fait qu'on a tout le temps le goût de faire des choses de chez nous. Exemple, de faire du lavage ou de faire du ménage, ou si on a des choses à la maison qui vont nous être d'en face, fait que ça nous stresse un peu aussi. T'sais, si j'ai besoin de me concentrer sur le travail puis que je vois que j'ai 2 brassées de lavage à plier, ben ça peut faire comme oh, je devrais faire ça, là, ça va être réglé. Faut pas se laisser distraire par les tâches ménagères. Oui, c'est correct de se partir une brassée, mais il faut quand même avoir une discipline de ne pas tout faire en même temps puis de finir quelque chose. On peut aussi mettre en pratique différentes techniques pour aider la concentration, comme la méthode Pomodoro avec la liste, puis l'idée de faire des blocs de travail avec aussi des petites pauses entre. Il y a plein de techniques, la technique des post-it, vous pouvez chercher en ligne, technique, concentration, vous allez trouver de quoi vous aider. Comment se différencier de la concurrence? Oh, c'est une bonne question ça. Par concurrence, quand on est influenceur, quand on est créateur de contenu, ben, c'est les autres créateurs de contenu, mais c'est aussi les médias traditionnels. Je pense que la meilleure façon de se différencier, c'est d'être authentique à soi-même parce qu'il n'y a personne qui peut offrir ce que nous on a. Ça peut être notre voix, ça peut être nos intérêts, ça peut être l'endroit où on habite. Pour se différencier, il faut faire attention aussi de ne pas tout le temps être en train juste de reproduire les choses que d'autres font. Je ne vais pas parler nécessairement de copie, mais ben, faut pas copier aussi, là. Copiez pas. Mais tu sais, c'est beau d'avoir des influences, mais si on fait toujours systématiquement la même chose que les gens qu'on admire, ben on va pas explorer vraiment notre voie, puis c'est pas super le fun pour les gens, parce qu'ils ont peut-être déjà vu la même chose ailleurs. En même temps, les tendances, ça peut être payant, tu sais, d'aller explorer, mettons, tu sais, comme quand tout le monde parlait de la maudite recette de pâte au fromage feta qu'il y avait eu sur TikTok, ben il y a plein de gens qui l'ont fait, ça fait que tu es poussé dans l'algorithme parce que tu suis une tendance. Une tendance, ça peut être bon. Mais faire des choses comme tout le monde, ben, c'est pas vraiment payant. Donc, pour se différencier, c'est vraiment d'aller chercher au fond de soi, qu'est-ce qui nous représente, puis aller parler de ça. Comment tu planifies ta retraite concrètement? Genre, pas juste à prendre des REER. Ben, je mets de l'épargne de côté. J'ai tout le temps le réflexe quand je reçois des chèques. Quand on me paye, je vais mettre une partie en épargne, une partie aussi pour un fonds d'urgence. Puis, ben, le reste, ça va dans mes dépenses, tout ça, là. J'ai pas toujours eu ce réflexe-là. J'ai déjà été une jeune femme endettée, j'ai déjà fait des dépenses folles, mais maintenant, ben depuis quand même longtemps, je suis plus à mon affaire. Donc, j'ai vraiment un portfolio. J'ai des placements, j'ai des actions, j'ai différents comptes qui font différentes choses. Puis surtout, j'ai un plan que je respecte. Donc, je vais vraiment aller mettre l'argent que je dois mettre de côté. Puis j'essaie de me donner des objectifs financiers aussi. Tu sais, je me dis, ah, pour le premier quart de l'année, j'aimerais avoir atteint ça. Comment est-ce que je pourrais y arriver? Ben, en développant un produit, en allant faire un pitch à telle marque, en essayant de trouver un nouveau contrat qui va être pour l'année, tu sais, des choses comme ça. Donc, d'aller me motiver à aller chercher ces nouveaux revenus-là avec des idées. OK,
auquel j'ai pensé puis que je vais vraiment développer. On peut pas attendre que ça nous arrive parce que ça arrive jamais. La retraite, là, avec de moins en moins d'enfants qui naissent, il va y avoir moins d'argent dans les fonds de retraite, donc il faut vraiment y penser. Puis il n'y a personne qui te donne une pension quand tu es influenceur. Mon sticker de lumière s'est déplacé. Comment évaluer ta valeur marchande, les taux standards? Ah, très bonne question. Tout le temps dire ça, on dirait. Ben, c'est vraiment... C'est assez erreur. Hein? On me demande souvent comment faire pour mettre mon prix. Ben, le prix, c'est ce que tu penses que tu vaux. Par exemple, si on me demande de faire une photo pour Instagram, les choses à laquelle je dois penser, c'est combien ça va me prendre de temps pour coordonner tout le projet, tu sais, les appels, de répondre aux courriels, tout ça. Ensuite, combien de temps ça va me prendre à produire le contenu, faire la photo, la retoucher, est-ce que j'ai des courses à faire, est-ce que j'ai des choses à acheter qui vont me coûter des sous, genre de la nourriture ou des vêtements des fois, un accessoire. Ensuite, c'est quoi mon reach, c'est quoi ma portée, combien de gens vont voir mes contenus, combien de gens vont cliquer sur la photo, combien de gens vont commenter. Tout ça aussi, ça se quantifie. Un autre point aussi, c'est quoi ta place dans l'industrie? Est-ce que tu es quelqu'un qui débute? Est-ce que tu es connu? Est-ce que tu es quelqu'un aussi qui est super fiable? Tu as démontré que tu livrais toujours. Tu as démontré un respect aussi sur le travail que tu fais. Tu fais des bons suivis. Quand c'est terminé, tu envoies ta facture à temps. Quand c'est terminé, tu envoies les screen caps avec les résultats. Tu fais un beau document. Tu ne fais pas juste envoyer ça dans un courriel lousse. Tu sais, le professionnalisme que tu as dans ton travail, ça se paye aussi parce que ça représente les années d'expérience. Donc, quand tu as réfléchi à tout ça, tu te dis... Ça prend combien d'heures faire tout ça, puis qu'est-ce que ça représente, puis essaie de voir un taux horaire qui est à l'aise, avec lequel tu es à l'aise, puis exponentiellement, ça va te donner une idée de combien tu devrais charger. Aussi, si tu es très en demande, ça peut faire en sorte que tu peux monter tes prix ou si tu es vraiment dans une niche qui est recherchée. Comment se faire un nom dans le milieu? Ben, je pense que c'est d'être passionné puis de le faire pour les bonnes raisons, c'est-à-dire parce qu'on a envie de partager des choses, parce qu'on a envie d'être utile, divertissant, audacieux, d'avoir quelque chose à proposer aux gens. Ça peut pas être juste « Love me, it's all about me, here I am ». Ça marche pas. Personne ne va vouloir parler de toi parce que toi, tu parles de toi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour se faire un nom, c'est vraiment d'être constamment produire des choses de qualité qui peuvent être utiles aux autres. Les choses qui marchent pas vraiment, c'est de tout le temps solliciter les autres qui partagent tes affaires. Si ça a à se faire, ça va se faire organiquement. Puis c'est là que vous allez avoir les meilleurs résultats. Par exemple, si quelqu'un qui aime beaucoup mes vlogs en partage dans une story puis me tag, mais ça, pour vrai, c'est vraiment utile parce que c'est quelqu'un qui apprécie le contenu qu'il partage, qu'il montre. Mais si je fais juste écrire à quelqu'un en disant « Peux-tu partager mes affaires? » Puis elle va partager « Voici la chaîne », sans donner vraiment de raison de suivre, mais c'est moins utile, moins pertinent. Comment on fait pour devenir riche comme influenceur? J'adore cette question. Riche, c'est quoi? Riche, est-ce que c'est millionnaire ou c'est bien vivre? Ben, pour bien vivre, c'est d'être constant, puis d'avoir vraiment... un produit, d'avoir quelque chose que les gens sont prêts à payer pour faire partie. La phrase n'est pas belle, vous comprenez ce que je veux dire. Si je travaille une belle marque, ça va attirer des annonceurs, donc ça va attirer plus de contrats, donc ça va attirer plus de sous. Une autre façon aussi, c'est de faire des produits dérivés, de vendre des livres, des PDF, des e-books, du merch, d'essayer d'aller chercher des associations aussi avec des brands pour créer des produits. Je pense à Étienne Boulay qui fait des sacs puis des drinks. Tu ne penserais pas à ça top of mind, mais ça marche super bien ses affaires. Lui, il est vraiment plus dans le végétariat, mais c'est quand même un influenceur, puis je trouve qu'il fait vraiment un bel job sur justement créer des opportunités pour faire des sous. Bien connaître son tarif aussi, de bien connaître ses prix. Ça arrive des fois que les gens m'approchent pour des contrats, puis ils disent « Mon Dieu, tu coûtes trop cher ». Mais j'ai comme « Moi, c'est ça que je vaux ». Et après, je vois qui a fait la campagne, je dis « Ouf, elle a accepté tel montant ». Parce que tu sais, on dit « j'avais plus, mettons, X que Y ». Puis là, je dis, ben non, ça ne marchera pas parce que c'est pas mon tarif. Puis là, je vois la personne qui fait le truc, puis je suis comme, ah, mais cette personne-là, elle a vraiment un bel Instagram, elle a beaucoup de reach, pourquoi elle a accepté aussi bas? Mais c'est parce que des fois, on n'accepte pas notre valeur, puis on ne pousse pas pour l'avoir. Je pense que des fois, les gens ne connaissent pas leur propre valeur, puis ils vont accepter moins, ou c'est qu'ils sont moins sollicités. Fait que peut-être qu'ils ont tendance à dire oui à tout, là, mais la meilleure façon de devenir riche comme influenceur, c'est de vraiment connaître sa valeur, puis l'exiger. Puis donner la valeur aussi, parce que quand tu l'as vendu, il faut que tu livres. Donc ça, c'est super important. Parce que si tu demandes toujours des gros montants, puis qu'au final,
tu te dégages de ta responsabilité de livrer un beau contenu, ben ça va pas durer. Donc c'est pas le meilleur moyen d'être riche, ça non plus. Je sais pas si je réponds à la question. Je suis sûre que j'en ai d'autres dans le même genre, fait qu'on développera. La pire gaffe qu'un influenceur peut faire, ben moi je dirais pas respecter le contrat. Puis dans les contrats, souvent il y a certaines clauses que je vois que les gens respectent pas. Donc ne pas dire que c'est une pub, la première. Les gens qui marquent pas pub, qui mettent pas de partnership, ça, c'est vraiment une gaffe, je trouve, parce que c'est mentir au public. Pas respecter les clauses d'exclusivité aussi, ça, c'est vraiment une erreur. Des fois, je vois des gens faire une pub pour une marque, puis une semaine plus tard, ils ont une autre marque dans les mains. Peut-être qu'ils ont le droit, tu sais, peut-être que la clause était juste 7 jours, mais c'est pas super bon, tu sais. Je trouve que c'est un peu un manque de respect pour la compagnie qui t'a engagé, donc peut-être attendre un peu plus, puis vraiment faire attention aussi de respecter le contrat à la base. Prendre des contrats avec des choses qu'ils n'ont pas essayé eux-mêmes aussi, ça, je trouve ça vraiment... C'est pas fort, puis ça mène à des cas où les gens vont vendre des produits parce qu'ils ont une commission dessus ou parce qu'ils sont bien payés avec un cachet, alors qu'ils n'ont pas essayé. Toujours demander avant, est-ce que je peux l'essayer, tout ça avant d'accepter un contrat, puis pas parler de quelque chose qu'on n'a pas essayé, tu sais. J'ai déjà vu quelqu'un qui parlait d'un matelas. Ah, super matelas, j'adore ce matelas, mais je sais pertinemment qu'elle n'a pas essayé le matelas parce que plus tard, je l'ai vu à vendre sur les petites annonces, puis je reconnaissais c'était chez qui, là. La fille, elle avait même pas déballé les matelas, là. C'était juste les boîtes avec la brand, là. C'était comme... C'est pas fort, là. T'sais, je comprends que tu veux faire ton argent, mais... J'ai trouvé ça ordinaire. Ma caméra commence à chauffer. Elle est longue, ma vidéo. J'en ferai peut-être 2, coudoncs. Question suivante. Comment réussis-tu à gérer les haters? Ben, je vais mettre des mots-clés dans les sections commentaires qui vont filtrer certains commentaires. Aussi sur Instagram, maintenant, tu peux juste commenter si tu me suis. Comme ça ne devient pas comme une poubelle pour mettre de la haine. J'en ai pas de temps, heureusement, des haters, mais quand il y en a, c'est quand même assez violent. Ou, j'en ai déjà parlé. Là. Il y a des gens, on dirait, dont la seule joie dans la vie, c'est de faire pleurer les autres. Donc, la façon que je le gère, c'est que je me rappelle que c'est pas une critique envers moi, c'est... une réalité de cette personne-là qui a décidé de mettre du négatif dans sa vie, puis j'essaie de filtrer le plus possible. C'est pour ça qu'il y a aussi certaines plateformes où vous pouvez pas m'écrire, genre j'ai pas de messagerie sur Facebook, sur mon compte alimentation, j'ai pas de reply pour les stories, voyons. Puis il y a différentes choses aussi, donc j'essaie d'éliminer la source avec des mots-clés, puis de pas trop m'en faire, puis quand ça arrive, ben, je parle à mes amis puis ils me consolent. Est-ce que YouTube réduit tes revenus de plus en plus chaque année pour la même quantité de travail? Non, même que ça a augmenté dans mon cas. Tu sais, YouTube, ça varie beaucoup. L'argent YouTube va varier selon le nombre de vues, qui regarde tes vidéos, quel genre de contenu c'est, parce que tout ça va faire en sorte que le prix va varier. Tu sais, je peux faire, mettons... on appelle ça un CPM, c'est des coûts par 1000 vues. Je peux faire un CPM de 12 $ sur une vidéo de journée dans mon assiette, mais je vais faire un CPM de 3 $ sur un vlog. Puis là, à Noël, c'est les vlogs qui sont hauts. Puis tu sais, ça peut varier. Mais mes revenus n'ont pas baissé, ils ont même monté. J'ai plus de vues, puis je pense que c'est pour ça un peu. Mais mon CPM a monté aussi. Je pense que ça a peut-être aidé que YouTube ait fait le ménage, puis qu'il y ait plus de contenu qui est moins problématique sur YouTube aussi, fait que peut-être que les annonceurs sont prêts à payer plus, je sais pas, c'est vraiment juste une hypothèse, ça. Prendrais-tu n'importe quel contrat pour en vivre ou travailler mi-temps ailleurs pour rester intègre? Non, jamais, je prendrais des contrats qui sont pas dans mes valeurs, tu sais, il y a des contrats qui peuvent avoir l'air contradictoires, par exemple, tu sais, je vais faire un contrat pour les œufs, mais après je vais faire un contrat pour, mettons, un fromage vegan, j'ai dit n'importe quoi, là, mais pour moi, ça s'intègre tout dans mon style d'alimentation, donc c'est logique pour moi de parler des deux, parce que je mange de tout ça. Et pour moi, c'est pas un ou l'autre. Fait que c'est plus là où j'essaie de garder mes bonnes valeurs, mais non, jamais je prendrais des contrats. Je serais pas bien là-dedans. Là. T'es-il arrivé d'accepter un contrat pour l'aspect monétaire seulement? Ça, je dirais que oui, par contre. Mais c'est un contrat que j'ai aimé faire, mais mettons, dans le temps des fêtes, on est beaucoup sollicité, puis beaucoup d'opportunités. Puis des fois, je me dis, ah là, je devrais pas prendre ça, là, j'en ai déjà beaucoup dans ma cour. Mais je suis comme, ah, mais c'est bien payé, puis c'est le fun à faire. T'sais. Je vais pas le faire si j'aime pas ça, juste pour l'argent, mais je vais le faire pour l'argent parce que c'est payant si c'est le fun. Je sais pas si vous comprenez la nuance, t'sais. Je vais pas me forcer à faire quelque chose en laquelle je crois pas ou qui est comme contre mes valeurs. Mais si on m'offre une opportunité de faire quelque chose que j'aime faire, je vais essayer de pousser pour le faire, même si peut-être que je devrais dire non parce que c'est vrai que je suis très occupée cette semaine-là ou je suis très fatiguée ou quelque chose. Vous voyez, je vous dis toute la vérité. Qu'est-ce qui t'irrite comme comportement chez tes collègues? Ben, les collègues influenceurs ou créateurs de contenu, ce qui m'irrite, c'est vraiment le plus, c'est quand ils font pas de disclosure. Quand les gens disent pas que c'est payé, disent pas que c'est une pub. Ça mérite parce qu'on fait tous les gros efforts pour être transparent,
Ou tu sais, quand c'est des vedettes de la télé qui font des spawns, souvent ils vont pas le dire parce qu'ils sont pas habitués de faire le hashtag pub, tout ça. Puis ça me fâche aussi parce que je trouve qu'il faut être transparent dans la vie, il faut le marquer quand c'est payé, puis il faut que les gens soient au courant. Comment parler de paiement de contenu lorsqu'on est un micro-influenceur sans agence? Et là, je veux dire quelque chose qui sera pas populaire, là, mais tu sais, micro-influenceur, ça peut vouloir dire bien des choses. Là. Si tu parles, mettons, 1000 abonnés et moins, il n'y a pas vraiment de pertinence pour une marque de payer pour être présent sur une plateforme où il n'y a pas beaucoup de reach, tu sais, même si le contenu est de qualité. Fait que je pense que c'est plus d'essayer de parler d'opportunités pour faire des échanges ou en mode relation publique, peut-être que tu peux recevoir des produits pour faire des tests, faire du contenu. Ça, c'est le fun. Mais je pense que pour les marques, c'est pas utile pour eux de payer pour avoir un petit reach de peut-être 20-25 vues, tout ça. Il faut rester logique là-dedans. Donc, je pense que le conseil que je peux donner, c'est de ne pas lâcher et de continuer à faire du bon contenu. Puis ça va continuer à augmenter tes vues, augmenter ta portée, puis là, tu vas avoir des opportunités. Switch, le soleil plombait sa caméra, ça la faisait chauffer. Bref, on retourne aux questions. Combien ça paye? Hey, là, je vais vous dire les vraies affaires, OK? Je vais vous donner des braquettes de prix. Hein? Il n'y a jamais personne qui dit les prix d'habitude. Mais là, je vais vous en donner. Là, c'est sûr que ça varie selon le nombre d'abonnés, selon le nombre de vues, tout ça, vous savez. Mais je vais quand même vous donner des échelles de prix pour, mettons, des influenceurs je vais parler d'Instagram, entre 10 000 abonnés Instagram, puis mettons 100 000, OK? Pour une photo sur Instagram avec un texte, puis mettons 3 clips de story, on va nous payer entre 500 $ et 10 000 $. Ça peut vraiment varier autant. Ça dépend des livrables, ça dépend de combien de personnes on rejoint, où on les rejoint. Tu sais, une compagnie canadienne va payer plus cher un influenceur qui rejoint beaucoup de monde au Canada. Si la personne a tous ses abonnés en France, ben, elle va payer moins. Quelqu'un qui fait du beau contenu, quelqu'un qui rejoint beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup d'ouverture sur ses stories va faire plus d'argent. Donc, ça varie beaucoup. Moi, je vois beaucoup des tarifs, mettons, pour quelqu'un qui a... tu sais, j'essaie de me rappeler quand je travaillais en agence, là, aussi. Quelqu'un qui a, mettons, 30 000 abonnés va faire entre 1 000 et 4 000 $ pour faire une campagne sur Instagram. Pour un billet de blog, ça va être entre 500 $ et 1 500 $. Ça dépend du contenu. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire ah, « c'est vraiment beaucoup d'argent, oh mon Dieu! » Mais il faut vraiment voir ça comme un média. Un magazine, pour faire une publicité dans un magazine, là, savez-vous combien ça coûte? Ça peut coûter genre au moins 10 000 $. Ça peut coûter plus que ça. Ça dépend du magazine. Mais souvent, ces magazines-là n'ont même pas le reach d'une Instagrammeuse. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre. Aussi, c'est vraiment pas si cher pour l'agence en considérant combien ça coûte créer du contenu. Tu sais, quand je travaillais chez Seedly, on faisait des choses sur Instagram pour des clients, puis je vais vous dire que les clients payaient pas mal plus cher que 2-3 000 $ pour faire une campagne. C'est plus dans les 5 chiffres, les hauts 5 chiffres. Donc, d'aller chercher plusieurs influenceurs pour faire une campagne, ça peut devenir super payant pour une brand parce que ça donne un gros reach élargi à moindre coût. Pour ce qui est de YouTube, ben c'est ça va dépendre aussi du nombre de vues, mais tu sais, mettons, je vais vous dire carrément, pendant le mois de décembre, j'ai fait 1 900 $ de revenus sur AdSense, qui est la publicité qui est payée par YouTube à mon compte, parce qu'eux mettent des pubs qui vendent à des annonceurs. Donc 1 900 $ pour décembre, qui est la période la plus occupée de l'année. C'est sûr aussi que je fais Vlogmas, donc il y a beaucoup de vidéos, mais mettons pour un mois normal pour moi sur YouTube, je vais faire juste avec le AdSense, là, je parle des publicités encore une fois qui passent pendant les vidéos, je vais faire entre 500 et 1 500 $ avec ces revenus-là. Puis il faut penser que c'est pas le nombre d'abonnés qui donne plus de revenus, c'est le nombre de vues. Donc moi, oui, j'ai pas 150 000 abonnés, mais j'ai des vues stables avec un CPM. Vous avez parlé des CPM tantôt. Mon CPM est assez élevé parce que je fais des contenus recherchés, grand public, qui sont clean, tout ça, donc j'ai un CPM assez élevé. Quels sont les plus gros changements dans le monde des influenceurs depuis 5 ans? Oh! Mais je dirais qu'avant, on était vraiment plus classé par type de contenu. T'sais, on disait les blogueurs, les YouTubers, on disait les Instagrammeurs avant. Hey, t'imagines? C'était vraiment autre chose dans ce temps-là. C'était beaucoup des gens qui prenaient des photos exclusivement des choses architecturales ou c'était plus de la photographie. Mais là, c'est plus une app de photo. Instagram, c'est une app de culte de la personnalité, on va dire. Fait que ça a beaucoup changé. Ça, c'est un des gros facteurs. On est vraiment beaucoup dans le culte de la personnalité. On va essayer de mettre les gens trop sur des piédestals. Je trouve qu'il faut redescendre de ça. Puis pas oublier que les créateurs de contenu, les influenceurs, sont censés être là pour nous fournir quelque chose, des informations, du contenu utile, comme j'ai dit tantôt, du divertissement, tout ça. Quelle est la partie la plus lucrative? Instagram, YouTube ou le blog? C'est de loin Instagram. C'est de là que viennent la majorité de mes contrats. Parce que c'est ça, les gens aiment beaucoup les photos Instagram, les stories, tout ça. YouTube, c'est quand même le fun parce que c'est stable. Puis mes contrats de chronique, tout ça, c'est pas nécessairement sur mon blog, mais
Les contrats de rédaction, ça, c'est le fun parce que c'est une stabilité. Mais même avec Instagram, j'ai une stabilité parce que j'ai des contrats qui sont signés pour l'année. Comme avec McDonald's, je fais vraiment le contrat pour toute l'année. Donc ça, c'est le fun, c'est des revenus garantis avec une compagnie que j'aime. Par quel mode de communication préférez être interpellé, courriel, DM ou par l'agence? Moi, j'aime mieux les courriels. Les DM, c'est la pire chose parce qu'on en reçoit trop. Donc, ça se perd et c'est dur à suivre après. Donc, courriel, s'il vous plaît. Ça, c'est une question qui est quand même touchy. Recevez-vous trop de demandes pro bono? Personnellement, j'en reçois quand même beaucoup. À chaque semaine, on nous demande des contenus, des trucs, pousser des compagnies gratuitement, jeunes entreprises québécoises ou des bonnes causes, tout ça. C'est sûr que c'est beaucoup. C'est quoi? Qu'est-ce qui est trop? Je pense pas que c'est trop. Il faut juste être capable de dire non puis dire oui aux bonnes choses. Moi, je veux dire oui à certaines causes, à certains types de projets. Si c'est des brands, par contre, qui font de la pub via une bonne cause, là, je vais dire non ou je vais demander que ça soit une collaboration rémunérée dans la majorité des cas. Je vais le faire gratuitement si c'est quelqu'un avec qui je travaille, tout ça, qu'on a une relation d'affaires. Donc, je dirais pas qu'il y en a trop, mais il y en a quand même beaucoup. Puis des fois, c'est quand même épuisant parce que les gens, des fois, le prennent pas bien quand on dit non, mais ils réalisent pas qu'on a dit oui à 3 personnes dans le même mois, puis ça demande quand même beaucoup de temps. Mais je pense que c'est important de dire oui, c'est important d'aider. On a souvent des plateformes qui vont rejoindre beaucoup de gens, puis c'est pas nécessairement un devoir, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose d'en faire profiter des gens, puis des événements, puis des causes qui en ont besoin. C'est quoi ton plus grand objectif carrière pour la prochaine année? C'est vraiment de finir mes Moses de e-book. En fait, j'en ai fini un, mais il faut vraiment que je me concentre sur développer la plateforme pour le distribuer, le vendre, tout ça. Fait que c'est vraiment ça mon focus. Puis faire vraiment mon contenu régulièrement encore, ça aussi c'est mon focus. Recommencer à écrire plus souvent sur mon blog parce que je l'ai beaucoup délaissé dans les derniers mois. Puis pourtant j'aime ça, c'est juste qu'il faut que je me discipline. Ma chum dentelle qui me demande, crois-tu que les compagnies et les marques commencent à comprendre le réel travail qui se cache derrière le contenu dû à la pandémie, au virage digital que tout le monde a dû prendre? Très bonne question. Parce que tu sais, mettons je suis une marque au début de la pandémie puis je veux faire des publicités. Ben tu peux pas parce que tout est fermé. Toutes les agences sont fermées, toutes les maisons de production sont fermées, tout ça. Mais qu'est-ce qui est encore ouvert? Les influenceurs. On travaille de chez nous, on est habile, on est agile. Puis, il y en a beaucoup qui sont très bons pour faire des publicités, pour faire des choses qui vont vraiment bien parler d'une marque à bas prix. Puis ça, je pense que oui, il y a plus de marques qui s'en rendent compte. Oui, ils comprennent tout le travail, que c'est pas juste tenir un produit comme ça, de faire un beau contenu, qu'il y a vraiment un travail d'idéation, trouver les concepts, les développer, les articuler, les produire, les transformer. Après, s'il y a de la retouche, du montage, tout ça, faire les suivis, c'est une vraie job, là. Tu sais, c'est vraiment pas juste de faire ça comme ça. Puis je pense que plus de compagnies se rendent compte. Il va toujours avoir les compagnies pour qui ils pensent qu'ils nous rendent service en nous envoyant un produit, puis qu'on est donc chanceux, puis qu'on devrait juste en parler gratuitement. Mais ça marche pas comme ça. On n'est pas des publics-sacs non plus, là. Donc j'espère que de plus en plus de compagnies vont le réaliser, mais je pense que c'est en cours de route. Par contre, il va toujours avoir les compagnies qui essaient de te négocier à la baisse parce que, mon Dieu, ils ont donc pas d'argent, mais dans le fond, on sait qu'ils ont des budgets, c'est des grandes compagnies. Mais c'est juste que c'est leur job d'essayer d'aller chercher le meilleur prix, puis ça, je respecte ça aussi. Si quelqu'un fait juste des vidéos YouTube et a 2000 abonnés, mettons, combien d'argent ça peut rapporter par mois? Les abonnés, ça veut rien dire. Tu peux avoir 2000 abonnés, puis si tu fais une vidéo qui fait 1 million de vues, ben tu vas faire de l'argent. Je t'ai donné un peu mes revenus, tu vois mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues, ça peut t'avoir donné une idée, mais c'est vraiment pas basé sur le nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés, c'est une métrique d'ego, c'est une métrique de regarder combien de gens me suivent, parce que le vrai pouvoir, c'est le reach, c'est la portée, qui consomme les contenus, qui les regarde, qui clique sur les photos, qui commente, combien de personnes. C'est vraiment ça les vrais chiffres magiques. As-tu une ligne claire de ce que tu acceptes comme partenariat ou tu analyses toujours les demandes? Ben oui, il y a vraiment des paramètres pour moi qui sont importants. Moi, j'essaie toujours de savoir avec qui je fais le partenariat parce que c'est important de voir, y a-tu de la diversité, c'est-tu des gens dont je respecte les valeurs, tout ça. En même temps, c'est pas mon call, mais c'est m'est déjà arrivé de dire non à des campagnes parce que je voulais pas être associée avec les gens qui faisaient aussi la campagne. Sinon, c'est sûr le nombre de livrables, c'est quoi le message, est-ce qu'on me force à dire des choses ou je peux le dire avec ma voix? C'est super important pour moi de garder ma vraie voix, puis de pas juste faire une checklist de différents bénéfices, tout ça, pour moi, c'est pas intéressant pour les gens. Les gens veulent connaître l'opinion de la personne qui en parle, donc pour moi, c'est important de pouvoir garder ma voix. C'est drôle que je dise ça alors que je suis en train de perdre ma voix, parce que c'est sec chez nous. Est-ce stressant financièrement? Oui, c'est très stressant. Si jamais tu vas faire de l'argent d'un mois à l'autre, à moins d'avoir des contrats pour l'année, donc oui, c'est stressant. Il faut travailler fort pour avoir ces contrats, il faut maintenir des relations, faut pas lâcher, il faut pas oublier que c'est une montagne russe. Il y a des mois où tu vas faire plein d'argent, des mois que tu n'en feras pas du tout, tu sais, ça peut être vraiment différent d'une journée à l'autre, d'un mois à l'autre, je veux dire.
Donc, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas oublier que le stress est normal, puis il faut juste travailler fort chaque jour. Il me reste vraiment plein de belles questions, puis on dirait que la vidéo est tellement longue que j'ai presque envie de faire une deuxième partie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Si vous avez d'autres questions qui voudraient que vous voudriez ajouter à tout ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous pouvez laisser un petit thumbs up si vous voulez aussi. Puis on se dit à bientôt. Bye!